Bien, bonsoir à tous. Merci de votre présence à ce séminaire de la chaire PPP. Donc, qui s'intitule PPP et Smart Cities, donc partenariat public-privé et Smart Cities. Donc, les Smart Cities, c'est un thème qu'on a commencé à investiguer, à étudier depuis quelques temps déjà à la chaire PPP. On avait organisé en 2017, en mai 2017, un petit déjeuner. Donc la formule change, c'était croissant avant le séminaire quand c'est petit déjeuner, et là ce sera champagne après, donc c'est voilà, et qui s'intitulait Freins et opportunités pour les acteurs publics et privés. Donc on tourne toujours autour du même thème, qui est quand même l'ADN de la chaire PPP, mais surtout 2017-2019, il y a des projets importants qui se sont déployés. La Smart Cities est toujours d'actualité. Même si il y a d'autres concepts qui sont venus la compléter. Enfin, on discutera peut-être de cette évolution-là, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le rôle des partenariats publics-privés, le rôle des acteurs publics d'un côté, des acteurs privés de l'autre, de la régulation, des contrats, des nouvelles technologies, des données, le sujet est toujours d'actualité, et on pensait qu'il était important de faire un nouvel événement consacré à cette question-là. La chaire PPP va sortir par ailleurs une note, c'est une nouvelle série de publications du type Policy Paper, donc on a coécrit avec Benoît Thirion, donc très prochainement. Donc voilà, donc c'est un sujet important dans ce contexte-là. Donc aujourd'hui, on a donc deux présentations. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces deux présentations-là qui vont se compléter avec Benoît Thirion, qui est donc partenaire dans le cabinet Altermind, juriste, ancien avocat et juriste de formation. Et donc qui suit ces questions-là. Enfin, je le laisserai sans doute présenter sa motivation pour le sujet. Et puis un autre juriste, donc cette fois-ci on accueille deux juristes, donc Sylvain Chapon, qui est délégué marketing stratégique siège B2T, donc qui là aussi je pense nous expliquera l'ampleur de sa tâche et la place dans le groupe NJ sur ces sujets de Smart Cities. Donc au niveau de l'organisation du séminaire, donc Benoît va prendre la parole en premier pour dresser un panorama et mettre l'accent sur les grands enjeux qui se présentent aujourd'hui. Et puis ensuite, Sylvain complétera avec la vision de l'opérateur NJ et sa connaissance de la mise en œuvre des Smart Cities. Une petite précision, cette conférence est filmée pendant la présentation de nos deux orateurs, et ensuite il n'y aura plus de film. Voilà. Donc ce sera le moment d'ouverture aux questions. Donc là, vous pourrez vous sentir libre de poser toutes les questions que vous voulez. Non pas que les orateurs ne se sentent pas libres non plus de dire ce qu'ils ont envie de dire, mais voilà, c'est la formule qu'on a choisie. Voilà, donc la fin, normalement, c'est 20h. On a commencé un petit peu en retard, c'est le signe du fameux quart d'heure académique. Mais voilà, à 20h, on aura le plaisir de pouvoir suivre la discussion autour d'un cocktail. Bonsoir à tous. Je me permets de me lever parce que j'ai beaucoup d'illustrations, donc ce sera peut-être plus facile pour l'explication. Vous allez me dire pourquoi un opérateur a priori et surtout est revendiqué énergéticien s'intéresse à la Smart City. Tout simplement parce que NJ, pour ce qui est de mon entreprise, on épouse l'ensemble des énergies, sauf une qu'on est en train de quitter, qui est le charbon. Et on a déjà quitté pas mal de temps le pétrole. Et puis, parce qu'on est dans une logique, et nous on le fait, de décarbonation, de digitalisation, de décentralisation des énergies. Et puis aussi parce qu'on a un métier d'infrastructure, et à la fois pour les villes et pour les territoires. Et beaucoup de nos filiales, qui sont peu connues, travaillent depuis très longtemps sur les systèmes d'information d'énergie. Quand vous attendez votre bus, il y a de fortes chances que le panneau qui vous indique, pas toujours, mais qui vous indique qu'il arrive dans 2 minutes, ce soit nous. Le tramway de Dakar qu'on a inauguré tout récemment, c'est également nous.
et à chaque fois on essaye de trouver des solutions. Et donc, l'ensemble des compétences, je me dépêche avant que ça coupe, l'ensemble des compétences qu'on retrouve sur une ville, eh bien, on l'épouse avec le spectre de nos métiers. On est présent dans 70 pays, on a 300 expertises différentes, et c'est vrai qu'on est dans une logique, bien sûr, de Smart City. Pourquoi ? Parce que, vous le voyez, avec tous les, je ne rentrerai pas là-dedans, mais tous les débats sur la métrologie de l'énergie, je pense à Linky par exemple, il est impossible de dissocier l'énergie de la métrologie, du comptage, de la facturation et évidemment de la digitalisation de l'énergie. Première chose. La deuxième chose, c'est que pour les grandes infrastructures, je pense au transport de gaz, GRT par exemple, eh bien on est capable de transporter du gaz d'un bout à l'autre du continent ou de la France, mais maintenant à l'échelle quasi-continentale, avec quelques points de recompression qui sont gérés, là aussi de manière numérique, par quelques hommes compétents et qui le font très bien et sans anicroche. Et c'est également vrai pour la distribution d'énergie, pour la production bien évidemment. Et on voit que c'est absolument partout. Ensuite, on s'est bien évidemment intéressé très tôt d'ailleurs à la mobilité. On a développé des véhicules au gaz naturel, au biogaz. Ça a été même un de mes anciens métiers, développer des biogaz, des solutions d'économie circulaire. Et à chaque fois, il fallait trouver des modèles économiques qui tiennent la route. Et pour bien les équilibrer, eh bien, on se rendait compte que pour éviter les noyades de camions, pour que le gaz à effet de serre qui soit effectivement dégagé, pour trouver des solutions les plus adaptées en termes de mobilité, qu'elles soient électriques, hydrogène, ou gaz naturel ou biogaz, eh bien à chaque fois j'avais besoin de faire appel à des ingénieurs brillants, que je ne suis pas, et qui me trouvaient des solutions digitales appliquées, quelle que soit l'échelle. Et pour travailler à toutes les échelles, là aussi c'est le digital qui s'impose. D'ailleurs, vous l'avez dit Benoît, c'est vrai que la notion d'échelle est fondamentale pour nous. Soit des mégalopoles, on peut être présent à Rio ou à Sao Paulo, mais on est également présent à La Baule pour les mêmes services. Et donc là aussi, il faut bien cadrer les choses, à la fois d'un point de vue business model, pour parler poliment, mais aussi pour le reste. On est également présent sur des aspects de silver economy. On a parlé de tous les développements, vous allez me dire ce qu'ils font dans la silver economy, mais là aussi on est présent, on a des leaders sur les hôpitaux, sur les salles blanches, sur la manière de gérer les hôpitaux, l'énergie, les infrastructures, l'entretien, la maintenance. C'est des métiers très particuliers que font plusieurs de nos filiales. Et en fait, on fait tout ce qui n'est pas médical, comme dans la logistique complexe. Donc à chaque fois, je ne ferai même pas de dessin sur l'énergie renouvelable, où on a des leaders européens et même leaders sur plusieurs d'entre elles. Et là aussi, c'est le digital qui nous permet de trouver des vrais modèles qui marchent et qui soient rentables pour tout le monde. Donc, on est présent sur la connectivité. Je viens de passer une journée à... J'ai une tête comme ça, ne m'en voulez pas au congrès, au Palais des Congrès à Versailles à Vivatech. Et j'ai été accompagné par la directrice de la connectivité de mon groupe toute la journée. On est présent sur l'ensemble des métiers. Les réseaux de chaleur, ça a été évoqué tout à l'heure pour OSU, c'est le plus grand campus des États-Unis, Ohio State University, et on a eu une concession, on est vraiment dans les PPP, concession à l'ancienne, à la française, repris par les Américains. Je suis très fier, c'est mon ancien métier, les concessions d'énergie, et ils ont choisi ce système-là pour 50 ans. Donc là, on voit bien aussi que le grand débat juridique sur la durée contractuelle et la durée des PPP, pendant très longtemps, il y a eu une espèce d'idéologie qui voulait que les PPP se raccourcissent de plus en plus, quelle que soit leur forme, et on se rend compte que c'est également une sécurité pour tout le monde, que les PPP soient longs, en tous les cas adaptés à des logiques de lissage des investissements, à des logiques d'expérimentation, de remise en cause, bien sûr par avenant, par revue de cahier des charges, par compte-rendu d'activité, qui permettent d'intégrer, comme ça a été dit tout à l'heure, toutes les innovations. C'est même à la limite plus sécurisant en termes d'innovation d'avoir des contrats moyennement longs que des très courts. Parce que vous êtes sûr que là, les gens s'engagent tous les ans à bien suivre ce qui se passe. Pour terminer sur l'analyse générale de ce qu'on fait en matière de ville, ça a été évoqué tout à l'heure, l'éclairage public c'est très important.
C'est un de nos métiers les plus anciens. Vous allez me dire, c'est un métier très classique. Il n'y a rien de plus visible, de plus classique pour un énergéticien qu'un lampadaire, un candélabre. Et en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. D'abord parce qu'on parle de smart lighting. Aujourd'hui, la manière de concevoir la lumière n'est plus du tout celle qu'il y avait il y a 10 ans. Vous avez des endroits où on met des lampadaires qui soient adaptés aux besoins spécifiques des populations. Vous avez des endroits où on l'adapte aussi à la biodiversité. Il y a toujours une colonie de pipistrelles quelque part. Vous avez toujours, et tant mieux, tant qu'on la préserve. Vous avez toujours une manière de concevoir la lumière plus ou moins violente selon les populations. Par exemple, pour les femmes dans les parkings, etc. Pour les gens qui craignent telle ou telle obscurité. J'ai repris en exergue, pour résumer ce tableau d'avance, une phrase qui est citée dans de la Smart City au territoire intelligent, qui était le rapport sur les Smart Cities, qui à mon avis, je crois sur le contrôle, est le plus complet qui a été fait. C'est le député Luc Bello, qui est député du Maine-et-Loire à l'époque. J'avais été auditionné avec mon directeur, et qui rappelle que ce n'est pas un modèle qui suffirait de copier et de démultiplier, c'est bien une démarche et une construction, une méthode d'action. C'est là-dessus d'ailleurs que vous souhaitiez que j'intervienne, c'est-à-dire que quand vous avez une stratégie de Smart City pour des opérateurs comme nous qui couvrons plusieurs expertises, eh bien c'est avant tout et surtout un dialogue. Et ce qui n'est pas le cas dans toutes les démarches commerciales, c'est un dialogue parce que derrière il y a une stratégie, c'est innovant, et je vais y revenir, et puis aussi derrière ça implique énormément de choses. Un peu comme quand on passe d'une ville à énergie classique, et moi j'ai connu la période où l'énergie n'était pas, je suis arrivé à peu près au même moment, où l'énergie n'était pas un sujet dans les villes, c'était pas un sujet. D'ailleurs, les gens qui s'occupaient de l'énergie n'avaient pas des postes de cadre importants, les adjoints ou les conseillers n'avaient pas des postes importants. Eh bien, ça a très vite changé. On se rend compte que maintenant, l'énergie, c'est un vrai sujet. C'est des délibérations au conseil municipal, c'est des discussions au conseil des adjoints. Et c'est la même chose à l'ensemble des collectivités. On voit aussi que l'énergie et ce qui est directement associé à des solutions digitales apparaissent dans toutes les grandes lois de décentralisation en France. Je pense à la troisième décentralisation qui est intervenue récemment, la PAM, loi NOTRe, etc. Mais c'est vrai dans toute l'Europe. J'ai une petite expérience européenne. C'est vrai dans toute l'Europe. On se rend compte que l'énergie, et ce qui est associé, j'insiste sur le sujet, c'est-à-dire le digital, numérique dans son ensemble, est bien intégré d'abord dans une logique de décentralisation. On a longtemps, et ça a été évoqué, été dans une logique de verticalité, avec une massification de la production, et puis on va jusqu'au consommateur, transport, distribution, services éventuellement. Eh bien, la digitalisation, la numérisation a fait qu'on avait une ligne horizontale, et ça tombe bien, puisqu'on est dans une logique de décentralisation. On essaye de décentraliser, pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une volonté politique régalienne de décentralisation un peu partout dans le monde, mais aussi, donc je ne prononce pas sur ce mouvement, mais aussi et surtout parce qu'on essaye de trouver des solutions localement. On le voit bien, il y a des logiques d'économie circulaire, sur lesquelles on est aussi présent. On le voit bien, c'est le cas avec le biogaz. On fait rouler des bus en France avec des déchets. Et si je vous avais dit ça il y a 10 ans, vous m'auriez regardé avec des yeux comme ça. Et c'était des aspects qui apparaissaient même pas en amont de la loi de transition énergétique et pourtant qui ont bien été intégrés. Donc on voit que les choses vont très vite. Et la Smart City, c'est pas une ville informatique. C'est une ville où on prend en compte d'abord l'évolution. Regardez, vous êtes toute une génération ici, nombreux représentants dans la salle, pour qui c'est parfaitement naturel de d'abord regarder son iPhone avant de faire quelque chose. Et en particulier de faire appel à un service d'intérêt général, un service local. C'était absolument inimaginable il y a 10 ans. Donc, ou alors, c'était même très peu, pour les plus anciens, il y avait très peu de services Minitel qui étaient ouverts par l'État, par exemple. C'était quelque chose qui n'était pas évident. Or, la démarche d'aller de l'individu directement sur une plateforme d'intérêt local ou d'intérêt général, c'est devenu systématique, comme on regarde quel film passe ce soir. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est pris en compte. La Smart City, elle s'impose. Elle devient intelligente parce que la donnée est devenue notre compagnon de tous les jours. Donc, je ne reviens pas sur ce qui s'est dit tout à l'heure
on part dans un dialogue sur une ambition locale. Je veux construire une ville connectée qui m'enlève l'ensemble des solutions numériques. Je veux être une ville plus attractive et exemplaire, qu'elle soit à l'échelle nationale, européenne ou mondiale. Je veux que l'innovation soit utile et lisible. Je veux prendre en compte dans toute ma planification urbaine le digital. C'est pour ça qu'on a une société chez nous qui s'appelle Cyrabel, par exemple, et qui fait du 3D, quand c'est pas du 4D. Et on a gagné d'ailleurs un important marché avec la région Île-de-France, justement, d'analyse et de création du jumeau numérique. Il y a beaucoup d'articles dans la presse. C'est une grande ambition française et qui va être exemplaire au niveau européen, d'attractivité de la région Île-de-France en prenant en compte les disparités, pour les gommer bien sûr, disparités géographiques, spatiales, sociologiques, d'équipement, même dans la région la plus riche d'Europe avec le Grand Londres, et qui permet à partir de ce jumeau numérique et de mise en place de plateformes du citoyen en passant, ça va se mettre en œuvre très vite, aux associations, aux entreprises et à tous les opérateurs, et bien de créer vraiment une synergie et des nouveaux services et une valorisation de la donnée dans l'intérêt général. L'intérêt national, c'est un lapsus révélateur parce que si l'Île-de-France progresse, c'est un provincial qui parle, je pense que c'est l'ensemble du pays qui progresse également et tout le monde peut en profiter. Et puis, il s'agit aussi d'anticiper, non, décidément ça ne marche pas, il s'agit aussi d'anticiper les évolutions législatives et réglementaires. On voit que progressivement les EPCI vont avoir de plus en plus de compétences. Un jour, le président sera directement élu au suffrage universel. Et là aussi, on verra que des compétences qui n'étaient pas encore intégrées directement passant des communes aux intercos d'une manière générale, aux EPCI en particulier, eh bien, tous ces services-là nécessiteront une réorganisation dans les années qui viennent, je ne sais pas quand. C'est un mouvement qu'on peut anticiper. Et puis surtout, une nécessité de mettre en place des tableaux de bord. Je vais vous les montrer si ça marche. Donc, les collectivités conduisent de nouveaux projets. Et à chaque fois, on voit, vous connaissez bien l'échelle des collectivités locales en France, on voit bien que progressivement, on voit, j'ai cité quelques documents qui existent toujours, les plans climat, les SR2I, les SCOT, etc. Petit à petit, sans parler des PLU, tous ces schémas-là vont être obligés de se coordonner, de s'intégrer, et là, avoir une cartographie 3D, avoir une planification, avoir des simulations. Par exemple, on fait des simulations sur le cadastre solaire des habitations individuelles. On fait des simulations sur les courants d'air dans les villes, ce qui n'est pas neutre. On fait des simulations sur l'évolution des transports et de la fréquentation. On fait des simulations et on essaie de savoir ce qui se passera demain matin. Et c'est comme ça qu'on peut prévoir les investissements. Et là aussi, c'est très important pour les élus. Ça marche. Donc, nous, on essaye de réconcilier, alors je dis un peu le motto de l'entreprise, développement économique, préservation des ressources. Donc, l'accès à l'énergie, on essaye de développer une énergie intelligente, comme beaucoup de nos concurrents. Je pense qu'on le fait mieux qu'eux, mais d'autres le font à travers le monde. Et puis, on a aussi une logique de smart world, c'est-à-dire qu'on essaye, on l'avait déjà un peu anticipé avant tout le moment du car sharing. Quand on faisait des écoquartiers, par exemple des projets d'écoquartiers, eh bien, on propose des bornes. On a des filiales qui proposent des bornes, les Hollandais en particulier, et d'autres, les V-Box. Et ces bornes sont elles-mêmes alimentées avec des panneaux solaires. Et les 2 ou 3 véhicules électriques qui seront intégrés dans l'entité X ou Y, ça peut prendre différentes formes pour une copropriété, eh bien, sont mis à disposition des copropriétaires ou des colocataires. Donc là aussi, on voit bien que toute cette logique de mise en œuvre de solutions de partage et de co-construction, eh bien, rentre directement dans les grands projets sur lesquels on travaille. C'est assez récent et ça démarre très très vite. La connectivité, je vais pas revenir là-dessus, l'Internet des objets va se développer avec la 5G, on pense par 100 dans les 5 premières années et par 1000 après. Donc de toute façon, l'IoT est là et il faudra bien le gérer à l'échelle des villes, à l'échelle des individus et à l'échelle de l'ensemble des services publics et des services d'intérêt général. Et là aussi, il faudra trouver une solution. Le blockchain, évidemment. Engie vient de signer, c'était dans la presse hier matin, avec EDF et La Poste, principalement.
je dois en oublier d'autres, et des institutions bancaires. Un partenariat sur blockchain pour tout ce qui est sécurisation des factures, etc. Donc là aussi, on est tous conscients de l'importance d'y arriver très vite et de prendre de l'avance. Et à chaque fois, le digital s'impose. Il s'impose dans nos métiers classiques, dans nos métiers de base, aussi dans les métiers qui s'articulent et qui s'intègrent progressivement. Par exemple, une ville aujourd'hui, pour nous qui raisonnions réseau électrique, réseau de gaz, réseau de chaleur, réseau de froid, bien maintenant, et éventuellement système d'information, maintenant je suis obligé, et j'en suis très heureux, de raisonner parking, transport public, caméra, opérateur. Hein, vous avez cité une ville en France où c'est absolument le cas. Et puis, ce qu'il ne faut jamais oublier, et c'est fondamental, on dit, alors je sais que c'est un peu une mitote de dire il y a l'humain au centre. Moi je dis surtout il y a des hommes et des femmes qui habitent ce territoire et qui ont des applications, des iPhones. Ils ont de la donnée, ils en créent, ils en demandent, ils en redemandent. Ils peuvent la confronter aussi avec d'autres types de données. C'est fondamental de prendre en compte le citoyen qui est un usager, qui est un électeur, qui est un contribuable et qui est un animateur lui aussi de la plateforme, d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, c'est important. On a des jeunes gens brillants qui travaillent, qui sont tout jeunes, et qui travaillent sur ces aspects-là d'articulation. De toute façon, déjà les factures d'énergie, pour prendre le truc le plus simple, elles sont sur vos applis, si vous le souhaitez. Vous pouvez même regarder la consommation aujourd'hui, vous avez des grands opérateurs, vous pouvez savoir la consommation et l'appel à puissance de RTE, par exemple, je cite, qui n'est pas dans le groupe, etc. Donc voilà. Tout est digitalisé. C'est vrai pour l'éclairage public, on est aussi présent sur la sécurité. Quand on parle de sécurité, mais j'y reviendrai, c'est tout ce qui est lié, bien sûr, aux caméras d'un point de vue sécuritaire, mais aussi au trafic contrôle automobile. Et puis, ça peut aller jusque parfois, on parle de gestion des foules, le terme est un peu impropre, mais dans certains pays, c'est aussi gérer les déplacements quotidiens, migration, travail des populations, de manière à ce que ça se passe très bien. Et là aussi, c'est important, c'est un métier spécifique. Et puis, bien sûr, il y a la communication, et puis qui est directement liée d'une manière ou d'une autre aux objets connectés. Là, je vous ai mis un exemple de tableau de bord. Ça existe, hein. Les collectivités locales s'équipent déjà, c'est une filiale, INEO, qui fait ça. Vous avez des tableaux de bord, sortie des écoles, dépôt des enfants, articulation des bus, stationnement, très important. On vient de le faire à La Baule, par exemple. On travaille à toutes les échelles, je vous l'ai dit. La Baule, c'est l'exemple le plus récent. Et puis, là, vous avez Cyradiel, où on fait directement une analyse. On est loin d'une googlisation de la ville. Hein. Là, on est vraiment savoir, vous êtes maire, vous êtes président de région, vous êtes président du PCI, vous dites, mais quand même, est-ce que j'ai un vrai potentiel solaire, par exemple sur déjà en commençant par mes propres bâtiments publics, ceux qui relèvent de mon entité. Est-ce que si j'ai ce potentiel-là, est-ce que ça vaut le coup que je l'utilise? Est-ce que je peux bien le distribuer? De quelle manière? Est-ce qu'en période de canicule, il n'y a pas plus de risque? Est-ce que je construise un EHPAD dans tel endroit plutôt qu'un autre, ou une école maternelle dans cet endroit plutôt qu'un autre? Même si les compétences là ne sont pas forcément bonnes pour l'école maternelle, ça ne relève pas directement de ma compétence. Mais à chaque fois, vous voyez que ça permet d'apporter des vraies solutions de résilience pour la ville. Donc le rôle des collectivités, elle s'impose, Benoît, tu n'as pas prononcé le nom, moi je le prononce, on peut envisager qu'elles soient un peu, parfois, comme un tiers de confiance, garante de l'intérêt général. Alors je sais qu'il y a plusieurs interprétations de l'intérêt général, hein, c'est pas à moi de me prononcer là-dessus, mais en France on parle souvent d'intérêt et de service public aussi. C'est-à-dire que la ville, dans ce maelstrom de données différentes, d'uberisation, eh bien, elle doit donner quand même un intérêt, une orientation, une stratégie. Et c'est là qu'on peut essayer d'intervenir. La gouvernance aussi doit être optimisée pour être plus efficace et plus participative. Et ça marche. Moi, je me rappelle, on m'avait invité au premier vote à Issy-les-Moulineaux par voie électronique, il y a 30 ans. Enfin, moi, je dis. Et je vous assure, c'est vrai. Oui, c'est il y a 30 ans. Et j'étais impressionné de voir les votes, puisque c'était interactif. C'était voulu par le député-maire d'Issy-les-Moulineaux à l'époque.
Et il avait décidé d'électroniser la participation, y compris chez les citoyens. D'ailleurs, c'est resté une Smart City, hein, vous l'avez bien mentionné dans votre tableau, mais c'était quelque chose de révolutionnaire à l'époque. Vraiment, véritablement révolutionnaire. La donnée aussi doit être à lever d'attractivité et d'innovation. Pourquoi? Parce que la donnée va être associée, en particulier, toujours d'un point de vue pratique, à des solutions de multimodalité pour les transports, d'irrigation de votre ville, qu'elle soit bien desservie. Une ville où vous mettez 3 heures pour aller au travail, on le voit d'ailleurs, y compris avec des grandes métropoles en France maintenant, qui pourtant sont attractives, commencent à empêcher les entreprises de venir s'installer, ou de s'installer vraiment très très loin de la ville en question, et donc vous avez une perte de recettes fiscales. Donc dans tous les cas, c'est important de bien gérer et de faciliter le flux, tous les flux, non par l'utilité d'une manière générale, mais tous les flux par la donnée. Et quand on le fait, ça marche plutôt bien. Un moyen de coopération territoriale plus étendu, donc pour les périmètres et compétences, quand vous faites une analyse 3D, une carto 3D de votre ville dans 5 ou 10 ans, vous n'allez pas vous arrêter à votre ville, hein. Vous allez prendre les villages autour, et peut-être même plus. Donc ça pousse aussi à une coopération entre entités et entre strates territoriales qui, de par la loi, n'ont pas forcément une volonté de coopération, une nécessité de coopération. Et là, on voit bien que la donnée, quelque part, intègre des périmètres nouveaux et intègre une logique de développement nouvelle. Et ça, c'est plutôt positif. Et puis, la prise en compte de la décentralisation dans le développement futur. Évidemment, on l'a cité, la 5G, sans doute d'ici 4 ans, 5 ans, ça sera quand même véritablement, je viens de quitter les spécialistes, je les avais déjà vus à Barcelone, d'autres que, ça a vraiment beaucoup changé les choses. Et la 5G, quels que soient les opérateurs et quels que soient les équipementiers, sera déjà une chose importante et ça renforcera, le mot a été prononcé tout à l'heure, la plateformisation de l'ensemble des services aux citoyens. On va vraiment vers une logique de plateforme. Donc les collectivités, évidemment aussi, je ne peux pas ne pas le citer, s'engagent sur la transition énergétique et la digitalisation de tous les services d'intérêt général. Et ça, c'est très important, de l'inscription des enfants à l'école, aux cantines, en passant par les inscriptions à la médiathèque. Alors vous allez me dire, c'est pratico-pratique, mais il faut quand même le faire. Et puis derrière, eh bien, c'est comment je réorganise mes services, comment je réorganise mes emplois. Par exemple, sur les aspects de sécurité, on voit bien que la manière dont on conçoit ou qu'on réorganise une police municipale se fera aussi sur la base de tel ou tel dispositif. Et donc, à chaque fois, vous allez recentrer, réorganiser vos services et vous appuyer sur des solutions numériques. Donc, le dialogue est nécessaire. Choisir le meilleur cadre juridique adapté à la stratégie, c'était brillamment développé tout à l'heure, je passerai très vite dessus. Et puis, il faudra toujours aussi, et c'est peut-être plus compliqué, définir le caractère d'innovation. Dans tout ce que je vous dis, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fasse un effet waouh? Pas forcément. D'ailleurs, plus rien ne nous étonne, vous me direz. Mais c'est vrai que le caractère d'innovation, pourtant, il est important de par la loi pour le type de contrat que vous allez passer à la fois en tant qu'opérateur, mais en tant que décideur public. Et puis, il y a un point que je voudrais évoquer, c'est la notion d'expérimentation et de démonstrateur. Ces 10 dernières années, il a beaucoup été question, et tant mieux d'ailleurs, hein, de démonstrateurs. C'est-à-dire que beaucoup de villes, beaucoup de territoires, villes grandes et moyennes, de territoires disaient « je veux mon démonstrateur digital et d'innovation ». Et donc les opérateurs souvent rentraient dans ce choix-là, et on mettait en place des démonstrateurs. Mais un démonstrateur ne doit pas être, c'est très bien expliqué dans plusieurs rapports parlementaires d'ailleurs, ou de l'OPCE et autres, c'est que, ou même de l'OCDE aussi, au niveau international, c'est que le démonstrateur a le mérite, comme son nom l'indique, de permettre d'utiliser ce droit d'expérimentation, qui bien qu'encadré relativement, pas nouveau, il existait par le passé, mais relancé en France avec les lois de décentralisation troisième tome, mais surtout d'essayer de voir ce qui peut marcher à l'échelle d'une ville. Et c'est très important en matière digitale que les citoyens voient la valeur ajoutée de ce que ça apporte. Parce que la donnée, elle n'est pas visible directement. Donc les démonstrateurs ont eu cet avantage d'essayer de familiariser
les entreprises, les acteurs économiques, mais les citoyens quels qu'ils soient, à cette logique numérique. Et ça a plutôt bien fonctionné dans beaucoup de petites villes aussi, dans des chefs-lieux de canton, il y a eu dans des régions, il y a eu des tas d'exemples de démonstrateurs qui ont plutôt bien fonctionné. Après, on ne peut pas il a fallu dépasser, en tous les cas, c'est ma conviction, et celle de tout le monde, en fait, y compris des élus, dépasser le stade de l'expérimentation. Et c'est un peu le plan Juncker avec, je pense, au projet H2020, a permis d'aller plus loin que la simple démonstration et d'aller dans une logique de déploiement de solutions H2020, par exemple, ce qui s'inscrit dans le plan Juncker dont parlait Benoît tout à l'heure. Ces 3 villes européennes, ça doit être 3 villes de 3 pays différents, qui s'associent pour avoir une exigence, comme un grand appel d'offres classique, mais généralement, surtout pour nous, ça tournait autour de la transition énergétique, essayer de trouver d'autres modèles, avec des rénovations de quartiers, un peu comme dans une logique cœur de ville, par exemple, mais à une échelle européenne. Et donc, là, on a vu qu'on allait vraiment dépasser et que les ingénieurs allaient vraiment avoir des leviers de développement, des applications, et que ça devienne des offres commerciales qu'on prenait ou qu'on ne prenait pas. Donc c'est important, je pense qu'on n'est plus à l'époque des démonstrateurs sur le digital, depuis au moins 5 ans. Et le stade de l'expérimentation, je pense qu'on n'y est plus non plus, sauf quelques cas particuliers. Je pense on développe, nous, avec succès dans plusieurs villes, de la mobilité hydrogène, etc. C'est plus de l'expérimentation en tant que telle, mais ce n'est pas encore quelque chose d'extrêmement diffusé, mais on va aller encore plus loin. Donc ça, c'était un point que je voulais évoquer avec vous, parce que parfois, dans les médias, on entend encore parler de démonstrateurs. Non, les villes avancent vite, il ne faut pas croire. Les élus en France sont quand même très, très innovants. Donc, services urbains, gouvernance urbaine, et puis développement économique local. On vient en bons vieux éléments, levier, cluster, création de filières, et il y a plusieurs exemples où ça fonctionne. Alors bien sûr, je vais parler tout à l'heure, ça a été évoqué, je reviendrai un peu plus dans le détail sur les aspects de financement. Le crowdsourcing a été un des moyens de financement de ces solutions-là, un peu comme pour la transition énergétique pour les conseils régionaux. Dans beaucoup de conseils régionaux en France, ça a très bien marché, ça a commencé dans le Grand Est. L'énergie et les smart grids, c'est fondamental pour nous. Pourquoi? Parce qu'on développe des solutions au milieu rural à travers les smart grids. On optimise la production, la distribution et la consommation d'énergie localement. Ce qu'on adore faire dans les îles, nous c'est un peu notre Graal. Et bien maintenant, on le fait aussi dans les villes, en milieu rural. Et on essaye de trouver des solutions qui permettent des avancées partout. Ça, bien sûr, je l'évoquais tout à l'heure avec les écoquartiers, de fortes implications sur l'immobilier et les bâtiments. Regardez autour de vous, ce quartier a complètement changé. On voit j'ai eu un immeuble végétalisé en un an. On a dit une filiale qui le fait, je ne sais pas si c'est nous. Mais tout ça démontre que dans tous les cas, on va vers plus de prise en compte et d'intégration de l'ensemble de services qui n'existaient pas encore. Et puis, toujours en appui, on essaye d'intégrer, parce que c'est une demande, mais aussi parce que pour nous c'est important en termes de modèle économique, la vertu rejoint l'économique, et inversement, des solutions de circuit court, des solutions d'économie circulaire également. Ce sont des choses différentes. Et on en profite souvent pour incuber des startups. Vous avez j'étais dans une ville il y a 2 semaines en France, où ce qui m'a frappé, c'est qu'en face de l'hôtel de ville qui est massif, en province, vous aviez une mini-station F, où vous aviez une quinzaine de startups locales, qui d'ailleurs fonctionnaient très bien, et qui s'appuyaient sur des développements de services digitaux à l'agglomération. Donc vous voyez, on y est vraiment, quoi. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc on voit qu'on est dans une logique écosystémique, et que cet écosystème impose aux opérateurs de répondre aux besoins. Ce n'est pas nous qui définissons les besoins, je tiens à le dire. On peut aider par le panel de nos offres à alimenter la réflexion. Et puis, un maire, maintenant, où qu'il soit en France, et quelle que soit la taille, je dis un maire ou un président d'exécutif, quel qu'il soit, tout exécutif, il va sur Internet, il voit ce qui se fait au Kansas, ce qui se fait à Nairobi. Il a des exemples. Donc, après, c'est à nous de voir de quelle manière, par rapport à nos concurrents, on y répond le mieux. Il y a un tableau qui était dans le rapport Golo que j'ai trouvé intéressant, c'est le nombre d'objets connectés installés dans les smart cities dans le monde. Et vous voyez l'évolution
on passe de 3 à 13 sur la santé, on passe pour les immeubles commerciaux, enfin je vous laisse lire, mais on voit très bien qu'on est dans une explosion là aussi de la prise en compte des objets connectés qui demanderont de toute façon dans les années qui viennent un renforcement des plateformes, qu'elles soient privées ou publiques, dans tous les cas, on sera obligé. Oui, avec bien sûr une logique importante pour nous tous qui est d'abord respecter les notions de privacy qui sont évidentes, mais là ça n'enlève pas des opérateurs, c'est les opérateurs s'y conforment à la loi. Et puis vous avez aussi, j'ai juste voulu faire un focus au regard de la loi pour une république numérique sur les jeux de données de référence. L'État n'était pas du tout en retard, il avait déjà lu son jeu de données sur tout ce qui était ouvert. Etalab est quelque chose quand même qui est ouvert et qui fonctionne très bien. L'accès aux données d'intérêt général dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire, environnemental, vous y avez accès, comme moi, dans une logique CADA des années 77. Et dans tous les cas, on voit qu'on est toujours sur une logique de manipulation de la donnée et de son utilisation pour l'intérêt de la stratégie de la collectivité. Les types de licences ont déjà été évoqués tout à l'heure. Je rentrais juste un peu dans le détail sur la manière dont on peut respecter l'équilibre entre le droit de propriété et le secret industriel et commercial. C'est très vrai, par exemple, pour les données qui sont fournies par des opérateurs comme nous, donc qui relèvent du privé, mais qui ont aussi une dimension d'intérêt territorial. Et là, la loi, vous pourrez aller voir, hein, la loi les liste de manière très précise, et ça, je trouve que c'est plutôt bien encadré juridiquement à présent, avec différents types d'accès, que ce soit payant, gratuit. Ça a été évoqué tout à l'heure. Uber, malgré tout, c'est gratuit. Et en même temps, c'est payant. Donc, quand vous regardez au bout de la chaîne du consommateur. Et puis, il y a toute la notion de portabilité des données avec le consentement des personnes. Le contexte d'innovation, là aussi, comment on le définit? Et donc, là aussi, dans le guide pratique de l'achat public, vous avez la réponse. Les juristes se régalent avec ces deux magnifiques paragraphes que je pourrais vous faire lire, laisser lire, pardon. Et il y a une définition du caractère innovant qui permet effectivement d'utiliser les meilleurs véhicules juridiques. Les financements, alors vous avez plusieurs financements derrière tout ça. Je ne reparle pas sur les prêts bonifiés ou autres, mais vous pouvez avoir, du coup, c'est la provenance. Vous avez des financements avec la Banque des Territoires, qui a un vrai effet levier au regard des orientations du secrétariat général aux investissements, qui dépend du Premier ministre et qui encourage, avec les PIA ou les TIGA, on travaille beaucoup sur les territoires d'innovation de grande ambition, par exemple. Et puis, vous avez les aides directes de l'État, hein. Même les fonds chaleur de l'ADEME utilisent la digitalisation. Vous avez des programmes cœur de ville. Vous avez des programmes de transition écologique qui intègrent directement ces aspects-là. Vous avez les fonds d'investissement régionaux. De plus en plus, les régions créent un peu leurs propres fonds pour financer des actions de développement numérique, souvent sur une base énergétique. Vous avez, c'est aussi une forme de financement, des créations de SEM ou de CEMOP par ces mêmes exécutifs, qui sont elles aussi dédiées à des leviers. Et puis, vous avez tous les financements participatifs qui ont été consacrés en 2015 par la loi de transition énergétique. Et bien sûr, le code sourcing, ça a commencé avec l'Alsace avec un vrai succès. Vous avez des pays, c'était cité tout à l'heure. J'ai vu, vous avez écrit au niveau international par le programme des Nations Unies. Et donc, il y a plusieurs moyens de financer, quand vous serez maire ou président d'exécutif, votre stratégie numérique. Et puis, l'évolution du cadre et des outils juridiques. D'un côté, on se réapproprie l'énergie de plus en plus, et avec ce qui est associé, ce qu'on voit nous de notre prisme à nous, c'est un mouvement général. Il y a la notion de service public local de la donnée qui se développe, qui est difficile à définir, Benoît fera beaucoup mieux que moi, mais qui se développe. Et puis, vous avez les évolutions associées au numérique, on doit redéfinir l'ensemble des rôles. C'était très bien fait tout à l'heure entre la collectivité et le délégataire. Mais globalement, les relations juridiques classiques, on les retrouve. On les retrouve à travers les principaux outils de commande publique, partenariat d'innovation sur la base des deux magnifiques articles que je vous ai montrés tout à l'heure, genre si c'est de l'innovation ou pas. Vous avez les CEMOP qu'on peut envisager, vous avez les PPI classiques, vous avez les marchés de recherche et de développement qui sont quand même peu utilisés. Je parle sous ton contrôle, on en voit peu. Enfin, moi, j'en ai jamais vu, mais ça existe. Vous avez aussi la prise en compte des marchés globaux de performance et bien sûr les marchés de partenariat, tous les ex-crèmes qu'on a connus.
Ça a été évoqué tout à l'heure, la collectivité, elle peut mener elle-même le projet, elle peut créer une personne morale pour la gérer et la faire, et puis de créer des contrats avec les prestataires, là on fait directement. Voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs montages envisageables. Là c'est un peu le développement. Et puis vous avez les objets classiques, hein. On revient aussi aux concessions, qui sont un modèle vieux comme le monde depuis Colbert, et qui marche encore très bien. La preuve, et paradoxalement, ça marche très bien à l'étranger et même dans des pays de droit anglo-saxon. Et la CEMOP, j'ouvre sur une question, certains y ont vu un nouvel outil juridique pour la ville intelligente, parce qu'elle avait été créée sur un objet spécifique où on pouvait choisir. Ça peut l'être, je n'ai pas de réponse particulière, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais en tous les cas, on a une gamme d'outils, j'allais dire plusieurs touches au piano, pour trouver ce qui permettra de mieux répondre aux besoins. Et dans tous les cas, on arrive à des chiffres assez importants. Les contrats globaux fonctionnent assez bien, la réforme du code des marchés publics. Et on essaye toujours, là vous avez des tableaux, je les laisserai bien sûr, qui permettent de voir les aspects non pas positifs et négatifs, c'est pas du tout un jugement, mais ce qui est le mieux adapté aux demandes stratégiques. Partenariat de l'innovation, je pense que c'est celui aussi qui est amené à se développer de plus en plus. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup.